Bonsoir mesdames et messieurs, nous accueillons la nouvelle année 2024, le cœur lourd et l'âme en peine pour nos frères en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie, pour qui le cauchemar se poursuit. C'est sous les bombes des sionistes que les Palestiniens ont vécu le passage entre 2 années, presque aucun sentiment, aucun changement, si ce n'est plus d'horreur. L'entité sioniste a-t-elle mis en branle sa deuxième étape dans le plan concocté aux Palestiniens de Gaza? Leurs médias en concert parlent de l'après-Gaza et du fameux plan appelé cyniquement le plan de l'immigration volontaire, drôle de volontaire. C'est un hasard, est-ce plutôt un hasard que le nom de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair soit évoqué dans ce plan diabolique en dépit du démenti? Affaire à suivre également cette traque lancée par l'entité sioniste et ses médias contre des intellectuels palestiniens en Cisjordanie dont les propos sont jugés par l'occupation sioniste de diffamatoires. Tout de suite, les détails. Alors, pour en parler respectivement, nous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir Amjad Chihab, professeur à l'université d'Al-Aqsa. Monsieur Amjad Chihab, bonsoir, merci d'avoir été avec nous ou d'être avec nous. Monsieur Amjad Chihab. Merci beaucoup. Bonne année et je salue vos invités et je salue également de Al-Quds tous les téléspectateurs. Oui, très bien, Monsieur Amjad Chihab. Nous recevons également Monsieur ou Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, avocat du Front Polisario, mais également Monsieur Gilles Devers, vous êtes avocat dépositaire de la plainte pour crimes contre l'humanité contre des Palestiniens à Gaza auprès de la CPI. Maître Gilles Devers, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, très heureux de commencer l'année avec vous tous. Eh ben, c'est réciproque. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous ce soir Gamal Abina, analyste et expert des questions internationales. Gamal Abina, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bonsoir, bonne année à tout le monde et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors pour commencer, et nous allons faire vite parce que l'émission ne dure que 26 minutes, nous voulons profiter au maximum de nos invités. Commençons avec vous, Amjad Chihab. Vous êtes un peu nos yeux là-bas en Cisjordanie et vous me disiez que depuis quelque temps, vous faites l'objet de menaces de mort car vous êtes justement apparu sur des chaînes de télévision russes et même azerbaïdjanaises. Et que vos déclarations sur le massacre qui est donc perpétré à Gaza par l'occupation sioniste ont beaucoup déplu. D'ailleurs, pour faire bref, vous êtes carrément victime d'une véritable campagne d'acharnement médiatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Amjad Chihab? Oui, je fais plusieurs interviews, des interviews avec la presse, surtout arabe et la presse occidentale. J'en ai fait une interview sur la chaîne officielle de la Russie. J'ai expliqué vraiment d'une façon bien claire comment ça se passe. Et je pense qu'il y a à peu près 1 million des immigrés juifs russes, et surtout dirigés par le leader d'extrême droite Lieberman, très connu. Mais j'étais choqué par le média, par la presse israélienne, voir ma photo et avec des centaines de commentaires, des insultes, des menaces sur ma personne. J'ai vu une campagne d'incitation contre moi. J'étais un peu choqué par rapport que j'ai fait mon métier. Je suis prof de sciences politiques, j'ai fait des analyses politiques, j'essaye d'être objectif, en plus j'essaye d'être clair par rapport à tous les comportements qu'ils le font. Et malheureusement, on voit un État qui donne pas la liberté d'exprimer. Et surtout, il utilise tous les moyens pour éviter ou pour faire du chantage, ou faire des pressions psychologiques, ou faire de menaces pour faire la lutte contre surtout les intellectuels palestiniens et qui ont les moyens au moins de défendre la cause palestinienne d'une manière
beaucoup plus intellectuel que les autres. J'étais pas le seul. Il y avait d'autres personnalités aussi à Al-Quds, Jérusalem. Ils étaient aussi le cible des attaques verbaux et de menaces aussi, soit de côté de colons, soit de côté de certaines associations d'extrême droite, et soit voir leurs photos dans la presse avec leur adresse, une façon de leur faire peur ou de leur terroriser pour qu'ils ne parlent pas aux médias, pour qu'ils n'expliquent pas exactement ce qui se passe par rapport à leur politique de nettoyage ethnique, leur politique de judaïser Jérusalem ou la politique de colonisation en Cisjordanie, et surtout toutes les lois racistes ou le système d'apartheid utilisé contre les Palestiniens, dans un objectif de faire un nettoyage ethnique ou de forcer les gens à exiler ou à partir ou à chercher d'autres alternatives que rester en Palestine, dans leur propre terre natale et leur pays. Et malheureusement, on découvre jour après jour, c'est une politique systématique visée surtout de priver les Palestiniens, surtout des intellectuels. Oui, alors Amjad Chihab, il faut quand même préciser par la documentation que nous avons reçue de votre part concernant ce sujet justement, vous êtes carrément dans le viseur de l'occupation sioniste. Les médias parlent de vous, ils titrent même à votre sujet, et pas que vous d'ailleurs, à tous ceux qui sont persécutés, qui osent donc donner une voix dissonante qui n'est pas selon les desiderata donc, de l'occupation sioniste. À quand nous allons mettre fin aux ennemis de l'intérieur? Vous, les Arabes d'Israël ou de 48, c'est ce qu'on vous appelle de manière commune, alors vous êtes considérés comme les ennemis de l'intérieur. On cherche même à se débarrasser de vous. Oui, sur le plan juridique, ils ont rien contre nous parce qu'on fait un métier, on évite de tomber sur les, par exemple, sur quelque chose qui est contraire à leur loi, malgré que leur loi n'est pas tout à fait correcte, mais on essaye de faire notre travail d'une façon professionnelle. On évite, par exemple, sur des questions qui peuvent nous inculper, par exemple, inciter à la violence, ou dire quelque chose. Et on essaye de faire comme ils font. Et il y a de gauche ou d'extrême gauche ou de militants de la paix, et de dire la vérité, comment ça se passe. Mais ils cherchent, par exemple, de mettre des grands titres pour ouvrir la porte à des extrémistes oui. de nous agresser, soit physiquement, soit de nous faire de mal, pour mettre des titres, comme ils ont mis de titres, les ennemis de l'intérieur. Ils nous considèrent comme des ennemis à débarrasser de l'intérieur de l'entité sioniste. Et ça devient un peu dangereux et très, très inquiétant pour nous, surtout que les agressions physiques continuent, surtout par tous les moyens, soit par l'arrestation, soit par essayer de diaboliser ou essayer de chercher des prétextes pour faire tout l'impossible pour stopper ou nous empêcher à parler ou nous interdire ou faire des sanctions ou faire des menaces, par exemple, comme ils ont dit dans les commentaires, retirer les cartes de séjour permanent ou essayer de nous mettre en prison par une décision de détention administrative. Absolument. Et malheureusement, voilà, comment vous le vivez, Amjad Chihab, au quotidien? Comment vous exercez votre quotidien? Est-ce que vous pouvez sortir, aller travailler? Est-ce que vous êtes à l'aise? C'est-à-dire, on aimerait savoir comment, lorsqu'on a été la cible ou on est la cible, comment se passe votre quotidien? On essaye de faire attention, on ne se déplace pas beaucoup, on reste en général à la maison, et si on a de trajets à faire, on ne le fait pas, si ce n'est pas nécessaire. Et on prend de précautions, surtout à l'entrée, à la sortie, quand on sort, si on voulait utiliser la voiture, on fuit la voiture, on regarde
s'ils ont mis quelque chose, ça devient inquiétant. Voilà, Oui. c'est pas facile, c'est pas très facile Oh, oui. de vivre dans des climats. Surtout, on s'approche pas du tout côté Jérusalem-Ouest, par exemple. En cas où qu'on voit chaque jour des agressions physiques contre des Palestiniens, soit Oui. des étudiants qui font leurs études, soit des ouvriers qui travaillent aussi dans nos usines côté ouest. On a vu même des filles agressées parce qu'elles portaient le voile. Et ils découvrent que c'est une Palestinienne sensible ou un ouvrier, même des ouvriers qui travaillent dans la municipalité de Jérusalem. Oui. Avec eux, il s'est fait agresser, il s'est fait tabasser. Donc vous vivez aux aguets avec la peur au ventre et peut-être de vous faire agresser. Maître Gilles Devers, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire justement devant ce genre de réaction quand on vit tous les jours avec la menace, l'épée de Damoclès sur la tête et la peur au ventre, d'autant plus lorsqu'on dit les ennemis de l'intérieur et qu'on lâche ça devant les médias ou dans les médias, cela veut dire que quelque part on a donné la permission aux extrémistes de pouvoir prendre pour cible ces gens-là qui sont cités nommément. Écoutez, on est vraiment saisi par le témoignage de M. Chiab, qui est un de nos interlocuteurs réguliers dans ces discussions et qui nous amène toujours une hauteur de vue, une compréhension des choses et qui est l'expression même d'un point de vue sans doute tranché, mais modéré dans sa démarche, qui est celle d'un enseignant, d'un professeur. Donc le voir comme cela en bouc émissaire, est évidemment quelque chose qui nous marque profondément. Je ne sais pas s'il a beaucoup d'autres marges de manœuvre que de laisser passer l'orage, parce qu'ils peuvent ensuite passer à autre chose. C'est ce qu'il faut souhaiter, vu que les recours sont assez faibles dans une ambiance d'un pays qui est sous tension et dans un extrémisme. Les ministres sont absolument sans retenue et je vois ce qu'ils déclarent sur les juridictions internationales notamment, donc on voit ce qu'ils peuvent penser. Hier, la Cour suprême rend sa décision sur la vie interne d'Israël. Elle est elle-même critiquée comme n'étant bras de on voit tout de suite à quel niveau et avec quelle force on bascule purement et simplement dans une intolérance, mais c'est plus qu'une intolérance, c'est le déni. C'est-à-dire que si vous plaisez pas, vous êtes à écarter, à rejeter. C'est même plus la peine de parler. Donc vraiment, on lui apporte toute notre amitié, notre considération et espérons que les choses que la vague passe et que les choses se calment. Mais tous les jours, ce sont des nouvelles comme cela impressionnante. Aujourd'hui, l'assassinat du numéro 2 du Hamas de sang-froid, avec un véritable, une attaque violente sur une autre terre. C'est une agression contre le Liban en outre. On va y revenir. La souveraineté n'existe plus. Écoutez, on lui souhaite surtout bon courage et qu'il garde bien, comme on le voit, son calme, sa lucidité. Et dans notre mesure du possible, on restera vigilant. Très bien, Maître Gilles Devers. Gamal Abina, que faut-il penser de ce genre de pratique dénoncer, par exemple, ce qu'on appelle les ennemis de l'intérieur? Est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, les présenter au risque, quelque part? Parce que, comme disait tout à l'heure Amjad Chihab, on ne peut pas être à l'abri d'un extrémiste qui pourrait leur tirer dessus, parce que finalement, c'est ça l'appel quand on parle d'ennemis. C'est-à-dire qu'on peut absolument l'éliminer. Ça l'appelle un meurtre, évident, mais la chose qu'il faut rappeler d'abord, c'est pas les ennemis d'intérieur, ça entérine le fait que le Quds leur appartiendrait. Absolument. Ce sont les ennemis, effectivement, tout simplement. Ils ne sont pas de l'intérieur, ils sont occupés. Donc c'est les ennemis d'une terre occupée. Et ces gens-là, lorsqu'ils disent ça, ils jouent la carte qu'on voit un petit peu en Occident de la 5e colonne. Les musulmans sont nos ennemis, les Arabes sont nos ennemis, ils sont à l'intérieur. Simplement, ça témoigne de deux choses. D'abord, ils reproduisent exactement comme dans les années 60-70 la volonté d'assassiner les figures intellectuelles. On se rappelle de Mahmoud Darwish, qui était le pire ennemi d'Israël parce qu'il était considéré comme étant l'homme qui portait la voix de la Palestine, donc d'un État, donc d'un pays, donc d'un peuple. Et l'idée de se dire qu'un peuple existe, ça leur pose problème. Puis le second aspect, évidemment, c'est qu'on est dans un État qui est dans une démarche terroriste, clairement,
terroriser la population. Le terrorisme est un acte politique, on le sait très bien, ça a été connu en France entre 1893 et 1994, l'objectif étant de faire peur. Et faire peur, c'est de tuer les voix qui parlent ou qui sont dissonantes. Il se trouve que quel que soit le niveau d'expression que vous avez aujourd'hui, de toute façon, vous êtes considéré comme un ennemi. On voit bien la façon dont ils voient les organes internationaux, par exemple comme le HCR ou d'autres organes. L'État sioniste considère que ce sont des ennemis. Donc ils sont dans une démarche de guerre totale, même si ce n'est pas encore le cas, mais ça le devient. Ils sont dans une démarche criminelle parce qu'il y a une guerre du côté de Gaza, mais de l'autre côté, il y a les crimes qui sont perpétrés tous les jours en Cisjordanie. Et surtout, ils sont dans une démarche de voyous. C'est un rock state, comme disent les Américains, un État voyou. C'est un État qui ne respecte rien. C'est un État qui ne considère pas la vie humaine. C'est un État qui, il faut rappeler, par 3 fois dans ce gouvernement, avant même la guerre, disait que les Palestiniens étaient des animaux. Donc là, on tombe vraiment dans les thèses qu'on peut qualifier de suprémacistes blancs, de suprémacistes racistes, d'un État qui se croit supérieur au reste de la planète, c'est problématique, et surtout d'un État qui aujourd'hui a subi un traumatisme réel, non pas l'histoire du terrorisme comme il l'appelle, mais surtout un traumatisme sécuritaire. C'est-à-dire que la population sait que son armée ne vaut pas grand-chose, puisqu'ils sont incapables, au bout de 3 mois de combat, d'en venir à bout d'une bande côtière qui est très limitée, où il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de repli. Ils n'y arrivent pas, et surtout de se rappeler qu'en dehors de différentes attaques, leur dôme de fer a fait long feu, on l'a vu pendant le Nouvel An, mais surtout de rappeler qu'effectivement, cet État qui se croyait surpuissant et qui croyait qu'il pouvait diriger le monde et donner les ordres à tout le monde, a perdu la bataille de l'image, a perdu la bataille sur le terrain, puisque les Fedayines palestiniens continuent à combattre, et tous autres qui sont, toutes les factions palestiniennes, et puis surtout a perdu les rares sympathies qui lui restaient aux yeux du monde. Aujourd'hui, le monde entier manifeste contre cette guerre barbare, parce que l'État sioniste a décidé d'en finir avec un groupe armé qui est un groupe qui est surpris par sa résistance, qui est surpris par le fait qu'il ait pris l'initiative de l'attaque, et qui a réveillé d'autres groupes armés en Syrie, le Hezbollah au Liban. On voit bien que même dans le Golan, le haut plateau du Golan est bombardé régulièrement. Les peuples arabes ont compris qu'il y avait un problème dans la région et ils se disent, puisqu'il n'y a pas de solution politique, on a essayé en 93 avec les accords d'Oslo, eh bien on passera à la solution militaire. Et ça rappelle étrangement l'Algérie de ce point de vue-là. Des résistances, des fédayines, une armée classique qui n'y arrive pas, qui n'en vient pas à bout, parce qu'on ne peut pas vaincre une guérilla. C'est répété et répété. Aucun pays au monde n'a jamais réussi à vaincre une guérilla. Ça se saurait. Très bien. Alors, oui, Gamal Abina, alors, hormis donc, ces menaces qui sont donc un petit peu, qui pèsent sur la tête de ces Palestiniens de 48 qui sont restés dans leur pays, qui n'ont pas voulu quitter avec l'exode de 48, parce qu'il faut le préciser, que ce sont les gens de la terre. Et il y a eu, au fait, au début de cette attaque, au début de cette agression sur Gaza, il y a eu quand même un véritable bateau américain qui est venu amarrer pour le prétexte qu'on avait donné à l'époque. C'était à l'époque, non, il y a quelques mois seulement. C'était que pour éviter que le conflit ne se propage aujourd'hui. Et hélas, le conflit se propage parce qu'aujourd'hui, c'est carrément le Liban qui est frappé par un drone qui a donc coûté la vie au numéro 2 du Hamas au Liban. Alors, finalement, il n'y a plus de lieu sûr pour les Palestiniens. Il n'y a plus aucun lieu sûr, ni dans les pays frontaliers arabes, ni en Europe d'ailleurs. Est-ce que cela est permis ? Ça me rappelle un certain intellectuel juif allemand dans les années 40 qui s'appelait Walter Benjamin, qui a dû fuir en France parce qu'il n'était pas en sécurité en Allemagne et qui a fini par se suicider devant la frontière espagnole. Les Palestiniens sont dans la même situation. Les intellectuels ne peuvent plus être sur place, on l'a compris. Les populations sont toutes mises en danger de façon permanente, mais la guerre généralisée ne vient pas des Arabes, contrairement à ce qui est dit. Je veux dire, l'occupation du Golan, c'est bien Israël qui occupe. L'agression au Liban, les 2 fermes, il y a 2 fermes libanaises qui sont encore occupées par les sionistes, c'est bien eux qui attaquent. Ça fait 10 ans que l'État sioniste passe son temps à attaquer en Syrie, bombarde régulièrement pendant plus d'une centaine d'attaques. Je le rappelle tout de même, le chiffre est important. Ils ont toujours manœuvré contre les pays qu'ils considéraient comme étant hostiles et aujourd'hui, ils jouent les cartes de la victime. Mais ça ne fonctionne pas. Dans les faits, l'agresseur, on le connaît, c'est la surpuissance israélienne soutenue par les États-Unis, il ne faut jamais l'oublier, qui est largement alimentée par l'argent américain et par les bombes américaines. Et cet agresseur qui joue la victime, en vérité, a toujours agressé. Je veux dire, tous les jours en moyenne, vous avez 1 à 2 morts par jour depuis 75 ans. Comment voulez-vous vivre dans les conditions normales quand vous avez un agresseur qui vous dit de façon systématique de rester dans votre case, dans votre prison à ciel ouvert pour Gaza, de rester dans les terrains qu'on va vous confisquer au fur et à mesure, on va vous détruire vos maisons. Comment voulez-vous vivre normalement dans un territoire qui est occupé, évidemment, reconnu internationalement, mais pour lequel il n'y a pas d'espoir?
faut se mettre à la place des Palestiniens. Il n'y a aucun espoir de solution politique, puisque les gars d'en face n'en veulent pas, ce sont des agresseurs, ce sont des extrémistes de droite, et il n'y a qu'un espoir de solution militaire, même si aujourd'hui il y a une reprise des combats. Mais finalement, qu'est-ce que disent les Palestiniens? Ils disent: nous préférons mourir les armes à la main plutôt que de jeter une pierre et de prendre une balle. C'est logique, il y a une réaction qui est humaine, et la partie sioniste de l'autre côté fait semblant de ne pas le comprendre, mais ils ont très bien compris aujourd'hui que leur plan machiavélique de croire qu'ils étaient surpuissants et en sécurité ne fonctionne plus. Gilles Devers, alors la question qui se pose avec cette attaque au drone donc au Liban qui a coûté la vie à Salah al-Arouri, qui est donc le numéro 2 de l'Hamas, est-ce que ça ne risque pas de faire un embrasement dans la région et cherche-t-on pas par l'antisésioniste, est-ce que l'antisésioniste ne cherche pas à faire sortir l'ours de sa tanière, à savoir le Hezbollah, pour justement l'embourber, une sorte de provocation pour ensuite crier justement au droit à l'autodéfense ou à se défendre? Vous savez, la question, c'est à partir de quand est-ce qu'il y a une guerre, à partir de quand est-ce qu'il y a une agression armée, parce que si aujourd'hui on a ce fait, qui évidemment est une provocation la plus belle, la plus sanglante, la plus terrible, la plus machiavélique des provocations, mais si on regarde l'actualité de ces dernières semaines, il y avait des morts tous les jours, et on allait cibler la famille de responsables déjà du Hezbollah. Donc quand est-ce que commence une guerre? Il y a une guerre larvée, il y a une guerre en attente, il y a une guerre naissante, mais il y a des tirs c'est avec des tirs qui sont faits pour tuer. Israël, hier, c'était Lieberman qui a poussé en ce sens, en disant qu'il faut reconquérir une partie de la zone où on doit pouvoir s'installer pour notre sécurité. Donc il y a vraiment un discours de guerre. Voilà. Bon, après, le Hezbollah est un groupe qui a fait preuve quand même de son plus haut sens des responsabilités, qui sait à quel point la société libanaise rencontre des défis actuels. Donc tout se joue sur des critères que nous pouvons juste poser sur la table. Mais évidemment, on ne va pas s'amuser à les analyser. Ceci dit, il y a vraiment quelqu'un qui joue avec le feu, qui provoque, qui tire en Syrie, qui tire au Liban, qui écrase un peuple à Gaza, qui fait des exactions tous les jours en Cisjordanie, qui se moque de tout et qui compte sur le feu vert, la bienveillance occidentale. Je crois qu'il y a quand même une petite chose là au milieu de tout ça qui est à prendre en compte, qui est un élément d'actualité, c'est que sur l'agression sur Gaza, vous savez que nous avions déposé une plainte à la CPI, elle suit son cours, oui. Et on se reverra dans le courant de l'année. Il y a discussion en l'état actuel pour savoir s'il y a la matière pour faire des mandats d'arrêt, et on a quand même des précédents intéressants. Mais surtout, donc ça on le verra plus tard, mais il y a eu la semaine dernière une requête déposée devant la Cour internationale de justice, qui est la juridiction de l'ONU, c'est pas la Cour pénale internationale, c'est la Cour internationale de justice, et qui est une juridiction de recours pour tous les pays qui ont signé la Convention sur le génocide sans limiter le recours à la juridiction. Par exemple, l'Algérie a évidemment signé la Convention, mais elle s'est interdit de saisir elle-même la juridiction. En tout cas, c'est par le cas de l'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud a déposé une requête en disant: j'estime que c'est une situation de génocide, et surtout je demande qu'il y ait des mesures urgentes qui soient prises. Et donc cette requête urgente va être audiencée sans doute début janvier, on parle du 11 et du 12, donc ça va être très proche. Et là, il va y avoir un débat. Alors c'est sur les mesures urgentes, mais il va falloir que les pays occidentaux choisissent leur camp, vu que depuis bien longtemps on nous dit: choisis ton camp, c'est à eux de le choisir. Est-ce qu'ils peuvent ne pas participer au débat? Dans ce cas, quelle est votre place internationale si vous ne participez pas à un tel débat? Et ensuite, soit vous restez l'allié d'Israël, vous risquez la condamnation pour être complice du génocide, soit vous prenez vos distances. Oui. Donc ici, il y a un élément juridique qui va avoir une force décuplée. Et dans l'immédiat, on va attendre l'audience sur les mesures urgentes qui se jouera donc entre l'Afrique du Sud et Israël sur le tout début du mois de janvier. Très bien, Maître Gilles Devers, je crois que vous avez été complet là-dessus. En tous les cas, le temps qui nous est imparti donc arrive à sa fin. Hélas, on aurait aimé bien sûr développer d'autres thèmes concernant donc la polémique sur Tony Blair, qui vient rajouter donc de l'eau dans le vin de ce qui se passe déjà à Gaza. Je rappelle juste la
la position de Najib Mikati par rapport à cette explosion au Liban. L'explosion est un nouveau crime israélien qui vise, je le cite, inévitablement à faire entrer le Liban dans une nouvelle phase d'affrontement après les attaques quotidiennes contre le sud du Liban qui font un grand nombre de morts et de blessés. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Également, je remercie nos invités d'avoir éclairé aujourd'hui notre lanterne. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.